dans cette définition de l'éducation, il y a la racine latine, ex ducere, conduire hors de, duceo, conduire hors de soi. C'est-à-dire que on a d'abord un enfant dans la tête, ensuite on l'a dans le ventre, du moins pour les femmes, ensuite on l'a dans les bras pendant 3 ans, et ensuite on l'a sur le dos pendant tout le reste de la vie. Mais ce développement des enfants, ce développement des enfants arrive à un moment où ex-ducere, on est fier d'eux, ils sont fiers d'eux-mêmes, quand ils peuvent sortir de la niche sensorielle, affective, physique, sensorielle, verbale, qui leur a permis de se développer physiquement, intellectuellement, moralement. Et à ce moment-là, ils sont fiers d'eux, de devenir autonomes psychiquement et indépendants socialement. Et donc il y a un processus, et alors c'est là que la définition est un peu moins confuse, c'est que c'est un processus développemental qui permet aux enfants, partant du ventre des femmes, de leur échapper. Parce que vous savez comment sont les femmes. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un moment où il faut échapper à la figure d'attachement prioritaire, notre mère. Et il y a un moment où il faut lui échapper, parce que si on ne lui échappe pas, ben on est prisonnier de son affection. Et ça fait des conflits de l'adolescence, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Je vais citer Claude de Tichet et Joël Liguezolo, avec qui on a travaillé pendant des années, et qui ont fait une petite population de 12, cette petite population de jeunes mamans qui avaient été victimes d'inceste. Mais enfin, trouver 12 mamans, c'est une petite population, mais il fallait la trouver. Je leur dis, mais il faudrait observer les premières interactions, les toutes premières interactions quand on leur présente le bébé. Claude de Tichet et Joël Liguezolo font le travail. Les jeunes mamans sont inertes, distantes. On leur présente le bébé, elles se raidissent. En se raidissant, elles organisent autour du bébé une niche sensorielle froide, pas chaleureuse, pas sécurisante. Quand on parle avec ces jeunes mamans, quand on a établi avec elles une relation de confiance et qu'on les invite à la parole, à ce moment-là, elles disent, voyant le sexe de mon bébé, ça me rappelle mon histoire tragique. Quand je vois le sexe de mon bébé fille, je pense aussitôt, elle sera violée. Quand je vois le sexe de mon bébé garçon, je pense aussitôt, ce sera un violeur. Retrait, distance. L'histoire tragique, le traumatisme de ces jeunes mamans organise la niche sensorielle du bébé, et le bébé sain arrive dans une niche sensorielle déjà mal structurée par le malheur de la mère. Mais c'est résiliable. C'est-à-dire que dès que ces mères sont sécurisées par la bonne relation, instantanément, dès que sécurisées, hop, elles regardent leur bébé. Dès que sécurisées, elles ont le plaisir d'explorer le bébé et de jouer avec elle, de parler, enfin de materner l'enfant. Mais il faut qu'elle soit d'abord sécurisée. Or, notre culture est en train de fabriquer de plus en plus de jeunes mères insécurisées, seules, avec enfants, en difficulté sociale, en difficulté affective. L'empathie, c'est pas la sympathie. Hein. Dans la sympathie, vous pleurez parce qu'il vous est arrivé un malheur. Comme je vous aime bien, votre malheur me touche, je pleure avec vous. Sum pathos. Donc ça, c'est la sympathie. Votre malheur me touche, je pleure. Et l'empathie, c'est pas ça du tout. Hein. L'empathie, c'est je pleure pas avec vous, c'est vous qui avez le malheur, mais je comprends ce que vous devez ressentir. Mais je ne pleure pas avec vous. Moi, je ne souffre pas. Mais je sais à quel point vous devez souffrir. Donc, c'est-à-dire, là, on est dans l'empathie. C'est-à-dire, je me décentre intellectuellement, je me décentre de mon monde mental, parce que mon développement m'a permis de me représenter votre monde mental, et je ne souffre pas, mais je comprends que vous souffrez. Alors, et je vais vous aider, je ne suis pas indifférent à votre souffrance, je vais faire quelque chose, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'empathie, c'est le fondement biologique de la morale. Donc, si vous acceptez cette définition, ça veut dire que les animaux ont accès à la morale,
alors qu'ils n'ont pas accès à la parole. Et nos enfants bébés ont accès à la morale bien avant d'avoir accès à la parole. Et je vais citer un travail de Norbert Bishop, je le cite de mémoire. Il prend une population de 50 enfants, âgés de 11-14 mois, la même population. Et maman est là, le bébé est là, maman, base de sécurité, est là, une femme étrangère, inconnue, est là. Alors là, il y a un petit contresens. On a traduit strange situation par femme étrangère. Pour les anglophones, c'est pas ça. Hein. C'est strange, c'est femme inconnue, on la connaît pas. Strange. Donc là, il y a un faux ami avec les, il y en a des faux amis avec les Anglais. Hein. Donc il y a un faux ami qui est là. Mais bon, on comprend quand même. Et la dame inconnue a pour consigne expérimentale de prendre un nounours mécanique et de remonter le nounours mécanique. Elle le pose, et bam, le nounours mécanique se met à battre du tambour, ce qui, pour un bébé de 14 mois, est un événement très intéressant. Alors il regarde, et puis, à un moment, la dame a pour consigne de faire semblant de remonter le nounours mécanique, de mettre le nounours mécanique ne bronche pas, et la dame a pour consigne de faire semblant de pleurer. Et sur les 50 enfants observés, 48 viennent faire un bisou à la dame, viennent lui faire un câlin, viennent lui faire une offrande alimentaire, et très souvent prennent le nounours et le portent à maman, parce que les mamans savent réparer le nounours mécanique. Et mais 2 enfants sur 50 s'approchent de la dame qui fait semblant de pleurer et lui tapent dessus. Et battent la dame qui fait semblant de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on parle avec les enfants, on parle avec la famille, et on découvre que ces 2 enfants vivent dans un foyer parental en grande difficulté. C'est-à-dire que, quelle que soit la difficulté, ça peut être un accident de la vie, ça peut être le cancer, ça peut être un accident de voiture. J'ai une patiente qui avait été une mère très heureuse et efficace avec ses 2 premiers bébés, qui met au monde un 3e bébé au moment où sa propre mère démarre une maladie d'Alzheimer. Sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant. S'occuper d'une mère qui démarre une maladie d'Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Donc les enfants, comme je le disais hier, les 2 premiers n'ont pas du tout la même mère. Les 2 premiers ont une mère dynamique qui travaillait, qui faisait son boulot de mère, et le 3e bébé a une mère éteinte par l'accablement d'avoir à s'occuper, le désespoir. Les aidants de la maladie d'Alzheimer souffrent. Et il y a 4 fois plus de dépression dans une famille où il y a une maladie d'Alzheimer que dans la population générale. Ce qu'on peut comprendre. Parce que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qu'on aime et qui se dégrade tous les jours, qui nous met tous les jours en échec relationnel. Mais enfin, maman, je te l'ai dit. Alors on leur dit, mais il ne faut pas réagir. C'est idiot, il ne faut pas réagir comme ça. C'est leur mère. Comment voulez-vous qu'ils réagissent autrement? Mais enfin, maman, je te l'ai dit. Alors la mère ne comprend plus les mots, mais elle voit les mimiques, elle comprend encore les mimiques. Donc, tac, trouble relationnel, conflit entre la mère et la fille. Le milieu, la niche sensorielle, se dégrade. Et le 3e bébé vit dans un milieu insécurisant. Où est la responsabilité de la mère? Elle aurait bien voulu que sa propre mère n'ait pas de maladie d'Alzheimer. Il n'y a pas de responsabilité, pas de culpabilité. Voilà, ça s'est fait. Le malheur de la vie fait que ça s'est passé comme ça, et que le 3e bébé est en difficulté développementale à cause de la maladie d'Alzheimer de sa grand-mère, médiatisée par le malheur de sa propre mère.